Damasio a fait une découverte qui a changé tout ce que nous savions sur la transformation humaine. Ton corps décide avant ton esprit. Tu crois que tu manques de discipline pour maintenir une routine? La vérité est que tu possèdes une discipline de fer. Seulement elle est programmée pour te saboter. Chaque fois que tu promets de commencer demain, ton système nerveux a déjà décidé que ça n'arrivera pas. Porges a révélé à travers sa théorie polyvagale que notre cerveau reptilien est en vigilance constante, cherchant des menaces. Et sais-tu ce qu'il considère comme une menace? Le changement. N'importe quel changement. Alors quand tu essaies de forcer une nouvelle routine, tu actives les mêmes circuits de peur qui ont sauvé tes ancêtres des prédateurs. Mais il existe un raccourci neurologique. 3 interventions basées sur des décennies de recherche en neuroplasticité qui contournent cette résistance. Jung l'a intuité il y a 100 ans quand il parlait d'individuation, mais maintenant nous avons les preuves scientifiques. La deuxième étape de cette routine va littéralement reprogrammer la façon dont ton cerveau traite l'identité. Et tu n'auras pas besoin de volonté. Tu auras besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant, la conscience. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas une autre méthode de productivité déguisée en spiritualité. C'est une architecture psychologique profonde qui reconnaît ce que tu es vraiment, pas ce que tu devrais être. Alors, respire profondément, parce que ce que tu vas comprendre sur toi-même va fissurer les fondations de tout ce que tu croyais savoir sur le changement. Pendant des années, on t'a vendu le même mensonge emballé différemment. Réveille-toi à 5 heures, médite 20 minutes, fais ton lit, journal intime, routine matinale de titan. Comme si ton âme pouvait être optimisée avec un chronomètre et une checklist. Tu as essayé, n'est-ce pas? Tu t'es réveillé motivé un lundi matin, déterminé à tout changer. Et 3 jours plus tard, tu étais exactement là où tu as commencé. Sauf que maintenant tu portais aussi la honte de l'échec. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est jamais été ta faute. Parce que ce qu'ils ne t'ont jamais dit, c'est que 95% de tes comportements sont gouvernés par des structures inconscientes que Freud appelait le refoulé et que Jung comprenait comme l'ombre. Ces routines superficielles que tu essaies d'implanter, elles ne touchent même pas la surface de ce qui te gouverne vraiment. Elles sont comme mettre un pansement sur une fracture ouverte et s'étonner que l'os ne guérisse pas. Les neurosciences modernes confirment ce que la psychologie profonde savait intuitivement depuis un siècle. Tu ne peux pas changer durablement sans intégrer les parties de toi que tu as rejetées, sans comprendre les mécanismes inconscients qui dirigent ton système nerveux, sans créer une relation radicalement différente avec ta propre existence. Et c'est exactement ce que cette routine en 3 étapes accomplit. Ce n'est pas une routine de performance, c'est une routine de présence. Ce n'est pas une méthode d'optimisation, c'est un processus d'individuation. Jung disait que devenir conscient est le travail le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Et il avait raison. Mais c'est aussi le seul qui transforme vraiment. Parce que quand tu deviens conscient, tu cesses d'être gouverné par des patterns que tu ne comprends pas. Tu commences enfin à vivre ta vie au lieu de la subir. Alors, laisse tomber tout ce que tu crois savoir sur les routines. Ce que je vais te montrer est différent, radical, profond. Cela demande du courage, pas de la motivation, de l'honnêteté, pas de la discipline. Et surtout, cela demande que tu sois prêt à regarder en face les parties de toi que tu as passé ta vie à fuir. Mais si tu es encore là, si quelque chose en toi reconnaît cette vérité que je touche, alors tu es prêt. Prêt pour les 3 étapes qui ne changeront pas seulement ta journée, mais la structure même de ta psyché. Prêt pour une transformation qui commence dans les profondeurs de ton inconscient et émerge dans chaque geste de ta vie quotidienne. Prêt pour comprendre enfin pourquoi toutes les autres méthodes ont échoué et pourquoi celle-ci va réussir. Le premier mensonge qu'on t'a vendu, c'est que ta discipline personnelle est le problème. Que si tu échoues à maintenir une routine, c'est parce que tu manques de volonté, de caractère, de force intérieure.
Regarde-toi, ils disent, regarde tous ces gens qui réussissent, qui se lèvent tôt, qui méditent, qui font du sport, qui transforment leur vie. Pourquoi pas toi? Cette question empoisonnée s'est infiltrée dans ton esprit comme un parasite, te faisant croire que tu es défaillant, que quelque chose en toi est cassé, inadéquat, faible. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'a eu l'honnêteté de te révéler. Ta discipline n'est pas faible, elle est juste orientée vers la survie psychique, pas vers la vie. Freud a passé sa carrière à documenter comment l'inconscient crée des mécanismes de défense pour te protéger de ce qui t'a blessé. Ces mécanismes ne sont pas des échecs, ce sont des stratégies de survie brillamment conçues par ton psychisme, pour t'empêcher de revivre une douleur insupportable. Quand tu procrastines, ce n'est pas de la paresse. C'est ton système nerveux qui détecte une menace et active un protocole de protection. Quand tu sabotes tes efforts, ce n'est pas de l'autodestruction gratuite, c'est une loyauté inconsciente à une version de toi que tu crois devoir rester pour être accepté, aimé, en sécurité. Porges l'explique parfaitement avec sa théorie polyvagale. Ton système nerveux autonome scanne constamment l'environnement à la recherche de signaux de danger ou de sécurité. Cette neurosépection, comme il l'appelle, opère sous le seuil de ta conscience. Avant même que tu décides consciemment de faire quelque chose, ton corps a déjà évalué si c'est safe ou non. Et si ton inconscient associe le changement à la menace, parce qu'à un moment de ta vie, le changement t'a coûté quelque chose de précieux, ton système nerveux va tout faire pour maintenir le statu quo. Ce n'est pas ta discipline qui est faible, c'est ton orientation qui est fausse. Tu essayes de te changer avec la force, alors que ce qui est nécessaire, c'est la compréhension. Tu tentes de te contrôler, alors que ce qui guérit, c'est l'acceptation. Les routines de performance que l'industrie du développement personnel te vend sont construites sur un mensonge fondamental. L'idée que tu peux te forcer à être différent sans d'abord comprendre pourquoi tu es comme tu es. C'est comme essayer de construire une maison sur un sol instable sans d'abord examiner les fondations. Jung le savait, il appelait cela la persona, ce masque social que nous construisons pour plaire au monde, pour être acceptés, pour survivre dans la société. Et il savait aussi que plus nous investissons d'énergie dans cette persona, plus nous nous éloignons du soi authentique. Chaque routine que tu essaies d'implanter sans conscience profonde devient une nouvelle couche de persona, une nouvelle façon de te trahir toi-même en prétendant être quelqu'un que tu n'es pas. Et ton inconscient le sait, il sent la trahison, alors il résiste. Non pas parce qu'il est paresseux ou défaillant, mais parce qu'il essaie de te protéger de cette fragmentation psychique qui résulte du fait de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Adler parlait du complexe d'infériorité, ce sentiment profond d'inadéquation qui pousse les êtres humains à compenser, à surcompenser, à créer des fictions directrices qui guident leur vie. Combien de tes routines sont motivées non pas par un désir authentique de croissance, mais par une tentative désespérée de prouver que tu n'es pas ce que tu crains secrètement d'être? Combien de tes objectifs sont authentiques et combien sont des compensations pour des blessures jamais guéries? Le 12 a démontré quelque chose de fascinant sur l'amygdala, cette petite structure en forme d'amande au centre de ton cerveau qui traite les émotions, particulièrement la peur. L'amygdala apprend rapidement et oublie lentement. Une expérience traumatique, même mineure, peut créer une association émotionnelle qui durera des années, des décennies, parfois toute une vie. Et ces associations opèrent sous le radar de ta conscience. Tu ne te souviens pas de l'événement original, mais ton corps se souvient. Ton système nerveux se souvient. Alors quand tu essaies d'établir une nouvelle routine, si quelque chose dans cette routine résonne, même inconsciemment, avec une expérience passée négative, ton amygdala tire l'alarme. Et une fois cette alarme tirée, ton cortex préfrontal, la partie de ton cerveau responsable de la planification et de la volonté, est mis hors ligne. C'est pour ça que ta volonté s'évapore. Ce n'est pas un échec moral, c'est une réponse neurobiologique à une menace perçue. Barrett ajoute une couche encore plus profonde à cette compréhension. Elle explique que ton cerveau ne réagit pas simplement aux émotions, il les construit. À chaque instant,
Ton cerveau fait des prédictions sur ce qui va se passer, basées sur tes expériences passées. Ces prédictions créent littéralement ton expérience émotionnelle. Si ton cerveau a appris que les nouvelles routines mènent à l'échec, à la déception, à la honte, il va prédire ces émotions avant même que tu commences. Et ces prédictions deviennent des prophéties autoréalisatrices. Tu te sens démotivé parce que ton cerveau prédit la démotivation. Tu te sens anxieux parce que ton cerveau prédit l'échec. Ce n'est pas la réalité, c'est une construction basée sur le passé. Mais tant que tu n'en es pas conscient, tant que tu ne comprends pas ces mécanismes, tu es prisonnier de ces patterns. Alors voilà la vérité crue que personne ne veut te dire parce qu'elle ne vend pas de programme à 997 $. Tu ne peux pas te discipliner vers la transformation. Tu ne peux pas te forcer vers l'authenticité. Tu ne peux pas te contrôler vers la liberté. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas d'une nouvelle routine matinale, c'est d'une révolution intérieure. Une transformation qui commence par comprendre pourquoi tu es comme tu es, qui continue par accepter ce que tu as rejeté et qui s'achève dans l'intégration de toutes les parties fragmentées de ton être. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel un être humain devient véritablement lui-même, non pas l'imitation de quelqu'un d'autre, non pas la conformité à un idéal externe, mais l'expression authentique de sa nature essentielle, unique. Et ce processus ne peut pas être forcé. Il ne peut qu'être facilité, nourri, accompagné. Les 3 étapes que je vais te révéler ne sont pas des exercices de discipline. Ce sont des invitations à la conscience, des portes d'entrée vers les profondeurs de ta psyché, des pratiques qui ne te demandent pas d'être différent, mais de devenir enfin toi-même. Parce que c'est ça le secret que tous ces gourous de la productivité ne comprennent pas. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur, tu as besoin de devenir entier. Et l'entièreté ne vient pas de l'ajout, elle vient de l'intégration. Elle ne vient pas de l'optimisation externe, elle vient de la réconciliation interne. Mais avant d'aller plus loin, tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Cette routine, ces 3 étapes, elles ne vont pas te rendre productif au sens où le monde l'entend. Elles ne vont pas faire de toi un entrepreneur millionnaire, un athlète d'élite, un génie créatif reconnu. Ce n'est pas leur but. Leur but est beaucoup plus profond et paradoxalement beaucoup plus simple, te reconnecter à ta propre existence, te faire passer de la survie psychique à la vie authentique, de la fragmentation à l'intégrité, de l'inconscience à la présence. Et voici ce que les neurosciences confirment de manière répétée. Quand tu vis depuis cet espace d'intégrité, quand ta vie est alignée avec ce que tu es vraiment, les résultats externes suivent naturellement. Non pas parce que tu les forces, mais parce qu'ils émergent organiquement d'un être unifié qui n'est plus en guerre avec lui-même. Davidson a passé des décennies à étudier la neuroplasticité, cette capacité remarquable du cerveau à se recabler à tout âge. Il a découvert que certaines pratiques méditatives créent des changements structurels mesurables dans le cerveau, renforçant les régions associées à la régulation émotionnelle, à la conscience de soi, à la compassion. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces changements ne viennent pas de l'effort, ils viennent de la présence. Ils ne viennent pas du contrôle, ils viennent de l'observation. C'est exactement ce que Jung pressentait quand il parlait de la fonction transcendante, cette capacité de la psyché à tenir les opposés en tension jusqu'à ce qu'une 3e chose émerge, quelque chose de nouveau qui n'est ni l'un ni l'autre, mais les 2 transcendés. La première étape de cette routine transformatrice commence dans le silence. Pas le silence externe, celui-là est optionnel. Je parle du silence intérieur, cet espace où tu cesses enfin de négocier avec ta propre existence, où tu arrêtes de fuir, de justifier, de te défendre contre ce qui est. Jung l'appelait le témoin intérieur, cette partie de toi capable d'observer ton expérience sans s'identifier à elle. Freud parlait du moi observateur, distinct du moi expérientiel. Les traditions contemplatives de l'Orient l'appellent la conscience témoin. Les neurosciences modernes le décrivent comme la métacognition, la capacité de penser sur ta pensée, d'être conscient de ta conscience.
Et voici pourquoi c'est révolutionnaire. Tant que tu es identifié à tes pensées, à tes émotions, à tes patterns, tu ne peux pas les changer. Tu es eux. Mais quand tu développes la capacité d'observer ces pensées, ces émotions, ces patterns depuis une position de témoin, quelque chose de magique se produit. Il se crée un espace entre le stimulus et la réponse, un espace où la liberté devient possible. Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration nazi, a dit quelque chose de profondément vrai. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Cette première étape, que j'appelle le rituel du témoin intérieur, est la pratique quotidienne de créer et d'habiter cet espace. L'homme qui observe sa douleur sans la fuir a déjà commencé à guérir. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurobiologique. Siegel explique que la capacité de nommer tes émotions, de les observer sans être submergé par elles, active le cortex préfrontal et calme l'amygdala. Il appelle ça « name it to tame it », nomme-le pour l'apprivoiser. Mais ce qui se passe est encore plus profond que l'apaisement émotionnel. En observant tes patterns sans jugement, tu commences à voir les mécanismes inconscients qui gouvernent ta vie. Tu commences à comprendre que ce que tu pensais être toi n'est souvent qu'une réaction apprise, un mécanisme de défense, une réponse conditionnée. Et cette prise de conscience est le début de la liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais la liberté d'être qui tu es, vraiment. Alors concrètement, comment pratiques-tu ce rituel du témoin intérieur ? C'est d'une simplicité trompeuse. Chaque matin, avant de plonger dans les exigences du jour, tu t'assois. Pas pour méditer au sens traditionnel, pas pour vider ton esprit ou atteindre un état de béatitude. Tu t'assois simplement pour observer. Observer le flux de tes pensées sans les suivre. Observer les sensations dans ton corps sans les analyser. Observer les émotions qui émergent sans les juger. Tu deviens comme un scientifique qui étudie un phénomène fascinant avec curiosité bienveillante. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon système nerveux me communique? Damasio a démontré quelque chose de crucial sur les marqueurs somatiques, ces signaux corporels qui guident nos décisions, bien avant que notre conscience rationnelle n'intervienne. Ton corps sait des choses que ton esprit ignore encore. Il porte la mémoire de tes expériences, particulièrement les traumatiques. Quand tu apprends à écouter ces signaux somatiques, au lieu de les ignorer ou de les refouler, tu accèdes à une intelligence profonde. Une intelligence qui connaît tes véritables besoins, tes vraies limites, tes désirs authentiques. Mais la plupart des gens ont passé leur vie à ignorer ces signaux. Ils ont appris que leurs sensations et émotions sont inconvenantes, inappropriées, excessives. Alors, ils les ont enfouies. Ils ont coupé la connexion entre l'esprit et le corps. Et maintenant, ils marchent à travers la vie comme des fantômes, déconnectés de la seule source d'information vraiment fiable qu'ils possèdent. Ce rituel du témoin intérieur est une pratique de reconnexion. Une pratique de retour à la maison, une pratique qui dit à ton système nerveux « Je suis prêt à t'écouter maintenant, je suis prêt à recevoir ce que tu as à me dire, même si c'est inconfortable, même si c'est douloureux, même si c'est contraire à l'image que j'ai de moi. » Et tu sais ce qui se passe quand tu fais ça de manière consistante? Ton système nerveux commence à te faire confiance, il commence à se détendre. Cette hypervigilance constante, cette tension de fond que tu portes depuis si longtemps qu'elle te semble normale, elle commence à se dissoudre. Parce que ton système nerveux comprend enfin que tu es là, que tu écoutes, que tu prends soin de ce qui se passe à l'intérieur. Ce premier pas semble simple. Mais Damasio a démontré quelque chose de troublant sur ce qui se passe dans ton cerveau quand tu commences vraiment à observer sans juger. Les régions du cerveau associées au soi autobiographique, ce récit que tu te racontes constamment sur qui tu es, commencent à se calmer. Et dans ce calme émerge quelque chose de beaucoup plus profond que ton identité construite. Émerge ce que Jung appelait le soi avec un S majuscule, distinct du moi égotique.
Ce soi n'est pas quelque chose que tu deviens, c'est quelque chose que tu as toujours été sous les couches de conditionnement, de trauma, de persona. Et le seul chemin pour y accéder, c'est l'observation sans jugement. Pas une fois par semaine pendant 1 heure en thérapie. Tous les jours, même 15 minutes, juste toi, avec toi, observant ce qui est vraiment là quand tu enlèves tous les masques, toutes les défenses, toutes les histoires. De Zane, qui étudie les bases neurologiques de la conscience, explique que l'attention est comme un projecteur qui illumine certains contenus mentaux et en laisse d'autres dans l'ombre. La plupart du temps, ce projecteur est dirigé vers l'extérieur, vers les exigences du monde, vers les attentes des autres, vers les stimulations constantes qui bombardent tes sens. Ce rituel du témoin intérieur est une pratique de rediriger ce projecteur vers l'intérieur. Et ce que tu découvres là, dans les profondeurs de ta propre psyché, est infiniment plus intéressant, plus complexe, plus riche que tout ce que le monde extérieur peut offrir. Mais attention, cette observation intérieure n'est pas une analyse. Ce n'est pas un exercice intellectuel où tu essaies de comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens. L'analyse vient du cortex, et le cortex aime créer des narratives, des explications, des justifications. Non, cette observation est préverbale, précognitive. Elle est directe, immédiate, corporelle. Tu ne penses pas à ton expérience, tu la ressens. Tu ne l'analyses pas, tu l'habites. Et c'est là toute la différence. C'est là que la transformation commence. Barrett dit que ton cerveau est une machine à prédire, créant constamment des modèles de ce qui va arriver basés sur ce qui s'est déjà passé. Mais quand tu observes directement ton expérience, sans la filtrer à travers ses prédictions, tu commences à briser ces patterns automatiques. Tu commences à voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que ton cerveau prédit qu'elle devrait être. Et dans cet écart entre la prédiction et la réalité, dans ce moment de présence pure, la neuroplasticité opère. Ton cerveau se recable littéralement. De nouvelles connexions se forment, de vieux patterns s'affaiblissent. Ce n'est pas magique, c'est de la biologie. Mais c'est une biologie qui honore la profondeur de ce que tu es vraiment. Et voici ce qui est vraiment fascinant. Plus tu pratiques cette observation témoin, plus tu développes ce que les neuroscientifiques appellent l'équanimité, la capacité de rester stable intérieurement même quand les circonstances extérieures sont chaotiques. Non pas parce que tu supprimes tes émotions, mais parce que tu n'es plus identifié à elles. Elles passent à travers toi comme des nuages, à travers le ciel. Le ciel n'est pas perturbé par les nuages. Il reste vaste, ouvert, présent. Maintenant, une fois que tu as établi ce rituel du témoin intérieur, une fois que tu as créé cet espace de conscience où tu peux observer tes patterns sans être englouti par eux, tu es prêt pour la deuxième étape. Et celle-ci est beaucoup plus confrontante, beaucoup plus difficile, beaucoup plus nécessaire. Jung l'a appelée l'intégration de l'ombre, et c'est probablement la contribution la plus importante qu'il ait faite à la psychologie profonde. L'ombre, ce sont toutes les parties de toi que tu as rejetées parce qu'elles étaient inacceptables, pour ta famille, pour ta société, pour ta survie psychique. Chaque fois que tu as ressenti une émotion et qu'on t'a dit que ce n'était pas bien, chaque fois que tu as exprimé un besoin et qu'on t'a fait comprendre que c'était égoïste, chaque fois que tu as montré une facette de ta personnalité et qu'on l'a rejetée, tu as pris cette partie de toi et tu l'as exilée dans l'ombre. Pas parce que tu voulais te trahir, mais parce que ton cerveau d'enfant a compris que l'appartenance était plus importante que l'authenticité, que l'amour conditionnel valait mieux que pas d'amour du tout, que la survie psychique passait par l'adaptation, même si cette adaptation signifiait fragmenter ton être. Ce que tu rejettes en toi ne disparaît jamais, il gouverne simplement ta vie depuis les profondeurs. Freud le savait quand il parlait du refoulement. Adler le comprenait quand il discutait de la compensation. Mais Jung a été plus loin. Il a montré que l'ombre n'est pas juste un dépotoir psychique où on jette nos défauts. L'ombre contient aussi nos qualités, nos forces, notre potentiel non réalisé. Chaque partie de toi que tu as rejetée pour être acceptable porte une énergie, une vitalité, une puissance. Et tant que ces parties restent dans l'ombre, cette énergie est indisponible pour toi. Pire, elle travaille contre toi.
Elle se manifeste comme autosabotage, comme addiction, comme pattern relationnel dysfonctionnel, comme maladie psychosomatique. L'ombre non intégrée ne reste jamais silencieuse. Elle crie, mais dans un langage de symptômes que tu ne comprends pas. Alors tu essaies de traiter les symptômes, tu essaies de nouvelles routines, de nouvelles stratégies, de nouveaux hacks de productivité. Mais rien ne fonctionne durablement parce que tu n'adresses pas la cause racine. Tu n'as pas encore eu le courage de regarder dans l'ombre et de récupérer ce que tu as abandonné là. Et c'est là que les neurosciences révèlent pourquoi tu te sabotes même quand tu veux consciemment réussir. Ledoux explique que les mémoires émotionnelles stockées dans l'amygdala peuvent être activées sans que tu en sois conscient. Tu peux rationnellement vouloir changer. Mais si une partie inconsciente de toi associe ce changement à la douleur, à l'abandon, à la trahison de qui tu crois devoir être pour être aimé, cette partie va saboter tes efforts. Ce n'est pas de la résistance capricieuse, c'est une partie de toi qui essaie de te protéger de quelque chose qu'elle perçoit comme dangereux. Et tu ne peux pas négocier avec cette partie, tu ne peux pas la raisonner, tu ne peux pas la forcer à te laisser tranquille. La seule chose que tu peux faire, c'est la rencontrer, l'écouter, comprendre ce qu'elle essaie de protéger. Et finalement, l'intégrer dans ta conscience au lieu de la maintenir exilée dans l'ombre. C'est ce que signifie vraiment l'intégration de l'ombre quotidienne. Ce n'est pas un exercice intellectuel où tu fais une liste de tes défauts et tu promets de faire mieux. C'est un processus profondément émotionnel et somatique où tu permets à ce qui a été rejeté d'émerger, où tu le ressens pleinement sans le juger, où tu reconnais sa validité, même si c'est inconfortable, même si c'est contraire à l'image que tu veux avoir de toi. Concrètement, cette deuxième étape se pratique ainsi, après ton rituel du témoin intérieur, après avoir observé ce qui est présent, tu vas plus profond. Tu poses une question simple mais puissante. Quelle partie de moi est-ce que je rejette en ce moment? Quelle émotion est-ce que je ne veux pas ressentir? Quel besoin est-ce que je nie? Quelle vérité est-ce que j'évite? Et puis tu attends. Tu ne forces pas de réponse. Tu ne cherches pas intellectuellement. Tu attends que quelque chose émerge de l'inconscient. Peut-être c'est une tension dans ton ventre. Peut-être c'est un sentiment d'anxiété sans cause apparente. Peut-être c'est une tristesse profonde que tu as passé ta vie à fuir. Peut-être c'est de la colère que tu n'as jamais eu la permission d'exprimer. Et quand quelque chose émerge, ta seule tâche est de rester présent avec ça, de ne pas le fuir, de ne pas le rationaliser, de ne pas essayer de le fixer. Juste être avec. Cyrulnik, qui a tant travaillé sur la résilience et le trauma, explique que la guérison ne vient pas d'éviter la douleur, mais de pouvoir être présent avec elle dans un contexte de sécurité. Ton rituel du témoin intérieur a créé ce contexte de sécurité. Tu as entraîné ta capacité d'observer sans être submergé. Maintenant, tu peux utiliser cette capacité pour rencontrer ce qui a été exilé. Et quelque chose de remarquable se produit quand tu fais ça. La partie rejetée, une fois rencontrée avec présence et acceptation, commence à se transformer. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'être toxique. Elle s'intègre. Elle devient disponible comme ressource au lieu d'opérer comme saboteur inconscient. Prenons un exemple concret. Peut-être que tu as appris dans ton enfance que la colère était inacceptable, que les gens en colère étaient mauvais, dangereux, à éviter. Alors, tu as exilé ta colère dans l'ombre. Tu es devenu quelqu'un qui ne se met jamais en colère, qui est toujours accommodant, qui évite le conflit à tout prix. Mais la colère n'a pas disparu. Elle s'est juste enterrée. Et maintenant, elle se manifeste comme irritabilité chronique, comme tension dans tes mâchoires, comme explosion disproportionnée pour des choses mineures, comme dépression, parce que Freud avait raison quand il disait que la dépression est souvent de la colère retournée contre soi. Ou peut-être elle se manifeste comme passivité agressive, comme sabotage inconscient des relations, comme maladie physique. Ton corps a fini par exprimer ce que tu refusais de reconnaître psychiquement. Alors, dans ce rituel d'intégration de l'ombre, tu permets enfin à cette colère d'émerger, pas pour l'agir, pas pour la déverser sur quelqu'un, mais pour la reconnaître, pour comprendre qu'elle porte un message. La colère te dit qu'une frontière a été violée. Elle te dit que tu t'es trahi en acceptant l'inacceptable.
Elle est là pour te protéger, pour t'affirmer, pour dire non quand non est nécessaire. Une fois que tu reconnais ça, une fois que tu permets à cette colère d'être présente sans la juger comme mauvaise, quelque chose se libère. Tu peux maintenant accéder à l'énergie de la colère, son assertion, sa clarté, sa capacité à établir des frontières, sans les manifestations destructrices qui viennent quand elles restent réprimées. Adler parlait de la compensation, comment nous essayons de cacher nos sentiments d'infériorité en développant des supériorités dans d'autres domaines. Mais cette compensation est épuisante parce qu'elle est construite sur le rejet d'une partie de nous. L'intégration de l'ombre est le processus inverse. Au lieu de compenser pour ce que tu rejettes, tu intègres ce que tu as rejeté. Tu deviens entier au lieu de devenir brillant dans un domaine pour cacher ta honte dans un autre. Et les neurosciences montrent que cette intégration crée des changements mesurables dans le cerveau. Siegel parle de l'intégration neuronale, comment différentes parties du cerveau qui étaient désynchronisées commencent à communiquer harmonieusement. Barrett explique que quand tu permets à des émotions supprimées d'être ressenties dans un contexte de sécurité, tu mets à jour les modèles prédictifs de ton cerveau. Ton cerveau apprend que ressentir cette émotion n'est pas dangereux, qu'elle ne mènera pas à l'abandon ou à la destruction. Et avec cette nouvelle information, les prédictions futures changent. Tu cesses d'avoir peur de tes propres émotions. Tu cesses de passer ta vie à éviter des parties de toi-même, et dans cet arrêt de l'évitement, dans cette acceptation radicale de tout ce qui est là, tu découvres une paix que tu n'as jamais connue auparavant. Laquelle de ces 3 étapes résonne le plus avec ce que tu vis actuellement? Est-ce le besoin de développer ce témoin intérieur qui peut t'observer sans être submergé? Ou est-ce l'appel à rencontrer enfin les parties de toi que tu as toujours rejetées? Partage ta réflexion en commentaire, parce que cette prise de conscience est déjà le début du processus. Simplement, reconnaître où tu en es, c'est déjà un acte de présence, c'est déjà un pas vers l'intégration. Maintenant, la 3e étape, c'est celle-ci qui scelle tout, qui transforme ces insights psychologiques en réalité vécue. Jung l'appelait le geste d'individuation. Frankl aurait dit le geste porteur de sens. Les stoïciens l'auraient nommé l'action vertueuse. Mais peu importe le nom, le principe est le même. La conscience sans action reste philosophie. La compréhension sans incarnation reste théorie. Tu peux comprendre intellectuellement tes patterns. Tu peux observer tes mécanismes de défense. Tu peux même identifier toutes les parties de ton ombre. Mais si cette compréhension ne se traduit pas en gestes concrets, elle reste stérile. Le 3e pas de cette routine transformatrice, c'est le geste d'individuation quotidien. Un seul acte, conscient et délibéré, qui honore qui tu es vraiment, plutôt que qui tu crois devoir être. Un geste qui vient du soi authentique, pas de la persona sociale. Un geste qui dit au monde, et surtout à toi-même, « J'existe, j'ai le droit d'exister tel que je suis, et je ne vais plus me trahir pour être acceptable. » Chaque geste conscient qui honore qui tu es, vraiment reprogramme littéralement ton cerveau. Davidson a démontré que la neuroplasticité n'est pas juste une théorie abstraite. Chaque action répétée crée et renforce des voies neuronales spécifiques. Chaque choix que tu fais sculpte physiquement la structure de ton cerveau. Alors quand tu poses un geste d'individuation, même petit, même apparemment insignifiant, tu envoies un message puissant à ton système nerveux. Je me choisis, je m'honore, je mérite d'exister dans ma vérité. Et ton système nerveux répond. Porges explique que notre système nerveux est constamment à la recherche de signaux de sécurité. Quand tu poses un geste aligné avec ton être authentique, tu crées un signal de sécurité interne. Tu dis à ton système nerveux qu'il est safe d'être toi. Et progressivement, avec la répétition, cette sécurité devient ta nouvelle base. Tu n'es plus en mode survie constant. Tu passes en mode vie, en mode expansion, en mode possibilité. Ce geste d'individuation ne doit pas être grand. En fait, il est souvent plus efficace quand il est petit, quotidien, presque banal.
Parce que les grandes transformations ne viennent pas des grands gestes héroïques. Elles viennent de la répétition constante de petits choix alignés. Chaque jour, après ton rituel du témoin intérieur et ton intégration de l'ombre, tu te poses une question simple. Quel geste puis-je poser aujourd'hui qui honore qui je suis vraiment? Peut-être aujourd'hui, ce geste, c'est dire non à une demande qui ne résonne pas avec toi. Pas un non agressif, juste un non clair, posé, assumé. Peut-être c'est exprimer une opinion que tu as toujours tue par peur du jugement. Peut-être c'est prendre 30 minutes pour faire quelque chose qui te nourrit vraiment, même si la voix de la culpabilité te dit que tu devrais être productif. Peut-être c'est choisir la solitude quand ton corps en a besoin, plutôt que forcer la socialisation parce que tu penses que tu devrais être plus extraverti. Peut-être c'est créer quelque chose juste pour le plaisir de créer, sans objectif, sans intention de le monter, sans besoin de le monétiser. Chaque geste qui vient de ton authenticité plutôt que de ton conditionnement est un geste d'individuation. Et ces gestes s'accumulent, jour après jour, semaine après semaine, et lentement, imperceptiblement au début, puis de plus en plus visiblement, tu deviens quelqu'un de différent. Non pas quelqu'un d'autre, mais quelqu'un de plus toi, de plus unifié, de plus intégré, de plus entier. Mais Frankl a découvert quelque chose sur le sens qui change la façon dont tu comprends cette routine. Il a observé dans les camps de concentration que ceux qui survivaient n'étaient pas nécessairement les plus forts physiquement. C'étaient ceux qui avaient un sens, un pourquoi qui transcendait les circonstances horribles. Il a compris que l'être humain peut endurer presque n'importe quel comment s'il a un pourquoi suffisamment fort. Cette troisième étape, le geste d'individuation, n'est pas juste une action random. C'est un geste imprégné de sens. Un geste qui dit « Ma vie a un sens parce que je choisis de la vivre authentiquement. Mon existence a une valeur parce que je refuse de la trahir. Chaque jour où je pose un geste aligné est un jour où j'affirme que je mérite d'exister tel que je suis. Et ce sens, contrairement à ce que beaucoup croient, ne vient pas de l'extérieur. Il ne vient pas d'accomplir quelque chose de grand, de laisser un héritage, d'être reconnu. Le sens vient de l'intégrité, de la cohérence entre ce que tu es et ce que tu fais, entre qui tu es à l'intérieur et comment tu te montres au monde. Camus a passé sa vie à explorer l'absurde, cette confrontation entre le besoin humain de sens et l'indifférence apparente de l'univers. Mais sa conclusion n'était pas le nihilisme, c'était la révolte. La révolte comme affirmation de son existence malgré l'absurde. Et qu'est-ce que cette révolte si ce n'est le refus de se trahir, le refus d'accepter une vie inauthentique, le refus de vivre selon les scripts des autres? Ton geste d'individuation quotidien est ta révolte personnelle. C'est ta façon de dire « je suis ici, je compte, j'existe dans ma vérité ». Les stoïciens comprenaient cela profondément. Sénèque écrivait que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité, que la plupart de nos tourments viennent non pas de ce qui nous arrive, mais de nos jugements sur ce qui nous arrive. Marc Aurèle méditait constamment sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et au centre de cette philosophie stoïque était l'idée de vivre selon ta nature, selon la raison qui te caractérise en tant qu'être humain. Mais cette raison n'était pas la raison froide et calculatrice. C'était la raison au sens de logos, de sens, d'alignement avec ce qui est juste et bon et vrai. Ton geste d'individuation quotidien est ton logos incarné. C'est ta raison profonde qui se manifeste dans l'action. Et les stoïciens savaient que ce qui importe n'est pas le résultat de tes actions, parce que le résultat ne dépend pas entièrement de toi. Ce qui importe, c'est l'intention, l'effort, l'intégrité avec laquelle tu poses le geste. Tu peux poser un geste d'individuation et être rejeté, jugé, incompris. Ça n'enlève rien à la valeur du geste, parce que la valeur n'est pas dans la réaction externe, elle est dans l'acte lui-même, dans le fait que tu as choisi l'authenticité plutôt que l'approbation, l'intégrité plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que le confort. Et voilà pourquoi cette routine de 3 étapes réussit là où toutes les autres échouent. Elle ne te demande pas d'être meilleur selon un standard externe.
Elle te demande d'être plus toi. Elle ne te force pas à adopter des comportements qui ne correspondent pas à ta nature. Elle t'invite à découvrir ta nature et à vivre depuis cet espace. Elle ne promet pas de résultats externes rapides. Elle promet quelque chose de beaucoup plus précieux, une vie vécue dans l'intégrité, une existence qui te ressemble, un chemin d'individuation qui transforme non seulement tes comportements, mais la structure même de ta psyché. Les neurosciences confirment que cette approche fonctionne parce qu'elle travaille avec ton système nerveux plutôt que contre lui. Quand tu observes sans juger, tu calmes l'amygdala. Quand tu intègres l'ombre, tu synchronises différentes parties du cerveau. Quand tu poses des gestes d'individuation, tu renforces les voies neuronales de l'authenticité. Ce n'est pas de la volonté pure, c'est de l'intelligence émotionnelle profonde, c'est de la sagesse psychologique appliquée, c'est de la neuroplasticité au service de l'intégrité. Tu ne peux pas forcer la transformation, tu peux seulement créer les conditions pour qu'elle émerge naturellement. Et ces 3 étapes créent exactement ces conditions. Elles créent un espace de conscience où tu peux observer ce qui est vraiment là. Elle crée un processus d'intégration où ce qui était fragmenté peut se réunifier. Elle crée un chemin d'action où ta compréhension peut s'incarner dans ta vie quotidienne. Ce n'est pas linéaire. Il y aura des jours où l'observation est difficile, où l'ombre résiste, où le geste d'individuation semble impossible. Et c'est correct. Ce n'est pas de la perfection que tu cherches, c'est de la progression. Ce n'est pas d'être arrivé, c'est d'être en chemin. Jung disait que l'individuation est le travail d'une vie. Ce n'est pas quelque chose que tu accomplis et puis c'est terminé. C'est un processus continu de devenir de plus en plus toi-même, de plus en plus intégré, de plus en plus conscient. Et cette routine de 3 étapes est ton véhicule quotidien pour ce voyage. Les recherches de Ledoux sur l'amygdale révèlent pourquoi les méthodes traditionnelles de changement comportemental échouent si souvent. Elles essaient de changer le comportement sans adresser les mémoires émotionnelles qui sous-tendent ce comportement. Elles essaient de raisonner avec des parties du cerveau qui ne comprennent pas le langage de la raison. Elles essaient de forcer la volonté contre des réflexes de survie enracinés depuis l'enfance. Mais quand tu utilises cette approche des 3 étapes, tu bypasses cette bataille inutile. Tu ne forces pas le changement. Tu crées les conditions neurologiques et psychologiques pour que le changement émerge organiquement. L'observation témoin désactive la réactivité automatique. L'intégration de l'ombre dissout les sabotages inconscients. Le geste d'individuation renforce les patterns authentiques. C'est élégant, c'est profond et surtout, c'est durable. Parce que ce n'est pas une routine imposée de l'extérieur. C'est une pratique qui émerge de ta propre nature essentielle. Barrett ajoute à ça en expliquant que ton cerveau construit tes émotions basées sur des prédictions. Mais quand tu changes les patterns de tes actions, quand tu poses régulièrement des gestes d'individuation, tu fournis à ton cerveau de nouvelles données, de nouvelles expériences qui contredisent les vieilles prédictions. Et progressivement, le cerveau met à jour ses modèles. Il commence à prédire que l'authenticité est safe, que l'intégrité est possible, que tu peux être toi-même et survivre, et même prospérer. Il y a une dernière dimension de cette routine que je dois mentionner. Ces 3 étapes ne sont pas juste des pratiques individuelles. Elles transforment aussi tes relations. Parce que quand tu deviens plus conscient, quand tu intègres ton ombre, quand tu vis depuis ton authenticité, tu changes la façon dont tu te montres aux autres. Tu n'as plus besoin de porter un masque constant. Tu n'as plus besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as plus besoin de te tordre pour correspondre aux attentes. Et ça crée une permission pour les autres d'être authentiques aussi. Lieberman a étudié le cerveau social et découvert que nous sommes neurologiquement câblés pour raisonner avec les états émotionnels des autres. Quand tu es présent, quand tu es intégré, quand tu es authentique, les gens autour de toi le sentent. Pas intellectuellement, mais viscéralement. Et ça change la qualité de toutes tes interactions. Les gens se sentent plus safe avec toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es réel. Pas parce que tu n'as pas de problème, mais parce que tu ne prétends pas.
Cette authenticité crée des connexions beaucoup plus profondes que toutes les stratégies de communication ou les techniques de charisme qu'on pourrait enseigner. Combien de fois as-tu essayé de changer sans comprendre ces mécanismes inconscients qui gouvernent ton comportement? Combien de routines as-tu abandonnées parce que tu pensais que le problème était ta discipline, alors qu'en réalité, c'était ton système nerveux qui te protégeait d'une menace perçue? Écris ton nombre en commentaire, parce que cette prise de conscience est libératrice. Ce n'était pas ta faute. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas défaillant. Tu étais juste en train d'utiliser les mauvais outils pour le travail qui devait être fait. Mais maintenant, tu as les bons outils. Maintenant, tu comprends que la transformation ne vient pas de la force, mais de la conscience, pas du contrôle, mais de l'intégration, pas de la performance, mais de la présence. Parlons maintenant des résistances que tu vas inévitablement rencontrer sur ce chemin, parce qu'il serait malhonnête de te présenter cette routine comme facile. Elle est simple, oui, mais simple n'est pas facile. Freud a passé sa carrière à documenter les résistances que les patients manifestent en thérapie. Ces résistances ne sont pas de l'obstination ou de la paresse. Ce sont des mécanismes de défense qui ont une fonction protectrice. Quand tu commences à observer vraiment ce qui est là, à l'intérieur, quand tu commences à rencontrer les parties de toi que tu as exilées dans l'ombre, ton psychisme va résister. Il va trouver 1000 raisons pourquoi tu n'as pas le temps pour cette routine, pourquoi c'est ridicule, pourquoi ça ne fonctionnera pas, pourquoi tu devrais essayer une autre méthode. Cette résistance n'est pas ton ennemi. C'est un signe que tu touches quelque chose de réel, quelque chose de profond, quelque chose qui a été protégé pendant longtemps. Ta résistance n'est pas ton ennemi, c'est la gardienne d'une blessure qui demande à être vue. Quand tu comprends ça, quand tu cesses de lutter contre la résistance et que tu commences à l'écouter, à l'accueillir, à la remercier même pour le travail de protection qu'elle a fait, quelque chose de magique se produit. La résistance se transforme. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle devient moins rigide, elle devient négociable. Jung parlait de la fonction transcendante, cette capacité de la psyché à tenir deux opposés en tension jusqu'à ce qu'émerge une troisième chose qui les transcende tous les deux. Ta volonté de changer et ta résistance au changement sont deux opposés. Si tu essaies de forcer la volonté contre la résistance, tu crées une guerre intérieure épuisante que personne ne gagne. Mais si tu peux tenir les deux, si tu peux reconnaître que tu veux changer, que tu as peur de changer, si tu peux honorer la partie de toi qui désire ardemment la transformation la partie qui se cramponne désespérément au connu, alors, dans cet espace de tension créative, quelque chose de nouveau peut émerger. Une façon de bouger qui n'est ni forçage ni abandon, mais qui est mouvement organique vers ce que tu es vraiment. Cyrulnik a travaillé toute sa vie sur la résilience, sur la capacité des êtres humains à traverser des traumatismes inimaginables, et non seulement survivre, mais se transformer. Et ce qu'il a découvert, c'est que la résilience ne vient pas de la force de volonté ou de la positivité forcée. Elle vient de la capacité à créer du sens, à trouver des liens, à se raconter une histoire qui transforme la souffrance en sagesse. Ta résistance porte une histoire de foi où tu as essayé d'être toi-même et ça ne s'est pas bien passé, de foi où tu as exprimé un besoin et tu as été rejeté, de fois où tu as montré ta vulnérabilité et elle a été utilisée contre toi. Cette histoire est gravée dans ton système nerveux. Ton corps se souvient même si ton esprit a oublié. Alors quand tu rencontres la résistance dans ta pratique de ces 3 étapes, ne la combats pas. Écoute-la. Demande-lui, qu'est-ce que tu essaies de me protéger? De quoi as-tu peur? Quelle blessure gardes-tu si farouchement? Et puis attends, sois patient, sois doux. Parce que cette partie résistante de toi a travaillé dur pendant des années, peut-être des décennies, pour te garder en sécurité. Elle mérite d'être écoutée, respectée, remerciée. Et quand elle sent qu'elle est vraiment entendue, qu'elle n'est pas jugée ou forcée ou ignorée, quelque chose en elle se détend.
Elle commence à faire confiance que peut-être, juste peut-être, il y a une nouvelle façon d'être qui peut aussi être sûre. Peut-être que la transformation ne signifie pas destruction. Peut-être que devenir plus toi ne signifie pas perdre tout ce qui est familier. Peut-être qu'il y a un chemin entre la survie et la vie qui honore les deux. Siegel parle de l'intégration comme le processus de lier différentes parties du cerveau et du système nerveux qui étaient auparavant dissociés ou en conflit. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu travailles avec ta résistance au lieu de contre elle. Les parties dissociées commencent à communiquer. Le cortex préfrontal et l'amygdala trouvent un langage commun. La volonté consciente et les défenses inconscientes cessent d'être en guerre. Et dans cette intégration, dans cette paix intérieure, la transformation n'est plus un combat. Elle devient un déploiement naturel de ce qui était déjà là, attendant juste les bonnes conditions pour émerger. Camus avait raison quand il disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, ce personnage mythologique condamné à rouler un rocher au sommet d'une montagne, regarder le rocher retomber et recommencer pour l'éternité. L'absurdité ultime. Mais Camus voyait dans cette image non pas le désespoir mais la liberté. Sisyphe est libre dans le moment où il descend la montagne pour récupérer son rocher. Il est conscient de l'absurdité de sa tâche et il l'a fait quand même. Il l'a choisi. Et dans ce choix, il transcende sa condamnation. Ta routine de 3 étapes est un peu comme ça. Tu vas t'asseoir demain pour observer tes pensées et émotions. Tu vas rencontrer ton ombre. Tu vas poser un geste d'individuation. Et puis, tu vas dormir. Et le lendemain, tu vas le refaire. Et le jour d'après encore. Il n'y a pas de ligne d'arrivée où soudainement tu es complètement individualisé et tu peux arrêter. C'est un processus qui continue tant que tu vis. Et dans cette répétition apparemment sisyphéenne, il y a une beauté profonde. Parce que chaque répétition n'est pas vraiment une répétition. Chaque jour, tu es légèrement différent. Chaque observation révèle quelque chose de nouveau. Chaque rencontre avec l'ombre intègre une autre couche. Chaque geste d'individuation te rapproche de qui tu es vraiment. La spirale monte même si elle semble circulaire. Tu n'es pas Sisyphe condamné à la futilité. Tu es Sisyphe qui a choisi sa montagne, qui a choisi son rocher, qui trouve sens et dignité dans l'acte même de vivre consciemment malgré l'absurde. La vie après l'intégration, ce que Jung appellerait l'état d'individuation avancé, n'est pas un état de perfection. Ce n'est pas l'absence de conflit ou de souffrance. Ce n'est pas un paradis psychologique où tout est résolu. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et, paradoxalement, beaucoup plus satisfaisant. C'est un état de paix avec l'imperfection, de confort dans l'incertitude, de liberté dans l'acceptation. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Sénèque écrivait que le sage n'est pas celui qui n'a jamais de problème, c'est celui qui sait comment être en paix avec ses problèmes. Marc Aurèle méditait constamment sur l'acceptation de ce qui est, non pas comme résignation défaitiste, mais comme reconnaissance sage de la réalité. Il y a une différence énorme entre résignation et acceptation. La résignation dit « je suis impuissant face à ce qui m'arrive, alors je vais juste endurer ». L'acceptation dit « ceci est la réalité, et maintenant que puis-je faire avec cette réalité ?» La résignation ferme des possibilités, l'acceptation ouvre des possibilités. Et c'est ce que ces 3 étapes cultivent en toi, l'acceptation radicale. Non pas l'acceptation de l'injustice ou de l'abus, pas l'acceptation passive de circonstances que tu devrais changer, mais l'acceptation profonde de ce qui est réellement là dans ton expérience intérieure, l'acceptation de tes émotions sans jugement, l'acceptation de ton ombre sans rejet, l'acceptation de ton imperfection sans honte. La vraie liberté commence quand tu cesses de lutter contre ce que tu es pour enfin devenir qui tu es. Cette phrase semble simple, mais elle contient une vérité qui peut prendre une vie à vraiment comprendre. Toute ta vie, tu as lutté. Tu as lutté contre tes émotions qui te semblaient inappropriées. Tu as lutté contre tes désirs qui te semblaient égoïstes. Tu as lutté contre des parties de ta personnalité qui te semblaient déficientes. Tu as lutté contre ta sensibilité ou ton intensité ou ta différence. Et cette lutte t'a épuisé. Elle a fragmenté ton être, elle t'a coupé de ta vitalité naturelle,
Parce que chaque fois que tu rejettes une partie de toi, tu perds l'accès à l'énergie que cette partie porte. Chaque fois que tu te bats contre ce que tu es, tu draines des ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour vivre. Mais quand tu arrêtes de lutter, quand tu baisses les armes, quand tu permets à tout ce que tu es d'être là sans résistance, quelque chose de miraculeux se produit. L'énergie qui était bloquée dans la lutte se libère. Elle devient disponible pour la vie, pour la création, pour la connexion, pour la joie. Et tu découvres que ce que tu combattais n'était pas ton ennemi. C'était juste des parties de toi qui demandaient à être vues, accueillies, intégrées. Jung a passé les dernières années de sa vie à explorer ce qu'il appelait le soi, distinct du moi égotique. Le soi est le centre organisateur de la psyché totale, conscient et inconscient. C'est ce vers quoi le processus d'individuation tend, non pas un état de perfection, mais un état d'intégralité. Une condition où toutes les parties de toi, même celles qui semblent contradictoires, peuvent coexister dans une unité dynamique. Le soi n'exclut rien. Il embrasse tout, la lumière et l'ombre, la force et la vulnérabilité, la sagesse et la confusion, le succès et l'échec. Et quand tu touches ce soi, même momentanément, tu expérimentes quelque chose que les mots ne peuvent pas vraiment capturer. Une sensation d'être à ta place, d'être chez toi, dans ta propre peau, d'être en paix avec le mystère de ton existence. Les traditions mystiques de toutes les cultures ont parlé de cet état. Les chrétiens l'appellent grâce, les bouddhistes nirvana, les hindous moksha, les soufis fana. Jung, avec son langage psychologique, l'appelait individuation. Mais c'est la même réalité pointée par des doigts différents. La réalisation que tu n'as jamais été séparé, jamais été cassé, jamais été inadéquat. Tu as juste oublié qui tu étais vraiment, sous toutes les couches de conditionnement et de trauma. Frankl a survécu à l'horreur absolue des camps de concentration en maintenant un sens, un pourquoi qui transcendait les circonstances. Et après sa libération, il a consacré sa vie à enseigner que le sens n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées à travers tes choix, à travers la façon dont tu réponds à ce qui t'arrive, à travers les valeurs que tu incarnes même quand c'est difficile. Ta routine de 3 étapes crée du sens. Chaque matin où tu t'assois pour observer, tu crées du sens en disant « Ma vie intérieure mérite attention ». Chaque fois que tu rencontres ton ombre, tu crées du sens en disant « Mon intégralité vaut plus que mon image ». Chaque geste d'individuation crée du sens en affirmant « Mon authenticité est plus précieuse que l'approbation externe ». Ce sens n'est pas grandiose. Il ne fait pas de toi un héros ou un saint, mais il fait de toi quelqu'un qui vit intentionnellement, quelqu'un qui choisit consciemment, quelqu'un qui ne se contente pas de réagir à la vie, mais qui participe activement à sa création. Et dans un monde où tant de gens vivent sur pilote automatique, où tant sont esclaves de leurs conditionnements inconscients, où tant ont oublié qui ils sont vraiment, vivre intentionnellement est un acte radical. C'est ta révolte personnelle contre l'absurde. C'est ton refus d'être réduit à un rouage dans une machine. C'est ton affirmation que ta vie, ta seule et unique vie, sera vécue à tes termes. Maintenant, tu comprends pourquoi cette routine ne ressemble à rien de ce qu'on t'a vendu auparavant. Elle ne te promet pas le succès externe. Elle ne te garantit pas que tu vas accomplir de grandes choses ou être reconnu ou devenir riche. Ce qu'elle te promet, c'est quelque chose de beaucoup plus rare et précieux. Une vie vécue en intégrité. Une existence où tu n'es plus étranger à toi-même. Un chemin où chaque pas te rapproche de qui tu as toujours été sous les masques et les défenses. Les neurosciences montrent que ce chemin crée des changements mesurables dans ton cerveau. La psychologie profonde confirme que ce processus mène à une santé psychique authentique. La philosophie existentielle valide que c'est ainsi qu'on crée une vie porteuse de sens. Mais au-delà de toutes ces validations externes, il y a ton expérience directe. Et quand tu pratiques ces 3 étapes avec consistance, avec honnêteté, avec courage, tu sais dans ton corps que quelque chose de fondamental est en train de changer. Tu sens que tu n'es plus gouverné par des forces que tu ne comprends pas. Tu remarques que tu réagis différemment aux défis.
Tu observes que tes relations deviennent plus authentiques. Tu découvres que la vie, même avec ses difficultés inévitables, peut être vécue avec présence, avec grâce, avec une paix profonde, qui ne dépend pas des circonstances externes. Si cette réflexion a touché quelque chose de profond en toi, si tu reconnais cette vérité que je pointe, partage ce message avec quelqu'un qui cherche aussi ce chemin. Parce que l'individuation, bien qu'elle soit un processus profondément personnel, n'est jamais totalement solitaire. Nous avons besoin les uns des autres pour nous rappeler qui nous sommes vraiment quand nous oublions. Nous avons besoin de témoins qui peuvent voir notre lumière quand nous sommes perdus dans notre ombre. Nous avons besoin d'une communauté qui valorise l'authenticité plutôt que la performance, l'intégrité plutôt que le succès, la présence plutôt que la productivité. Quelle phrase de tout ce que tu viens d'entendre t'a le plus bouleversé? Quelle vérité a résonné le plus profondément dans ta psyché? Écris-la en commentaire, parce que cette prise de conscience est déjà le début de ton propre processus d'individuation. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux approfondir ces pratiques, si tu veux être soutenu par une communauté qui marche sur le même chemin de conscience et de transformation, rejoins-nous. Non pas parce que tu as besoin d'être fixé, mais parce que tu mérites d'être vu dans ta totalité. Non pas parce que tu es cassé, mais parce que tu es prêt à devenir entier. Le chemin de l'individuation est le plus difficile qu'un être humain puisse entreprendre. Mais c'est aussi le seul qui en vaille vraiment la peine. Parce qu'à la fin de ta vie, ce qui comptera ne sera pas ce que tu as accompli ou accumulé. Ce qui comptera, c'est si tu as vécu ta vie ou celle de quelqu'un d'autre. Si tu as eu le courage d'être toi-même ou si tu as passé tes jours à jouer un rôle. Si tu as intégré ton ombre ou si tu l'as fui jusqu'à la fin. Si tu as posé des gestes qui honoraient ton être authentique ou si tu as trahi qui tu étais pour être acceptable. Ces 3 étapes, observer avec présence, intégrer l'ombre, agir avec authenticité, ne sont pas juste des pratiques quotidiennes. Ce sont des invitations à une vie pleinement vécue, à une existence qui ne sera peut-être pas facile, mais qui sera tienne, profondément, indéniablement, magnifiquement tienne. Et ça change tout.